seconde partie, avec Louis Bénédy. Louis Bénédy, aux éditions d'Hervy, on retrouve pas mal de ses livres et de sa collection. Je vous filerai 5% comme d'habitude. Oui, à que 5%. Oui, les temps sont durs, bon, monsieur. Votre émission de radio, quand Sud Radio était une radio, et tac. Oui, vous avez raison. Oui, parce que là, bon, ça va peut-être revenir, on ne sait jamais. Oui, ça marchait très très bien. Pourquoi ça s'est arrêté? Je comprends pas. Parce qu'au bout d'un moment, on en a fait le tour. Marc Menant, ça s'est arrêté au bout de 11 ans à peu près. Pradel, il revient de temps en temps, ça dépend s'il fait beau. Enfin bon, c'est quoi? Au bout d'un moment, on n'a plus de matière? En ce qui me concerne, il y a eu une première période. Les secrets du mystère, c'était tout à fait au début, c'était fin des années 90, quand j'animais l'émission avec Yves Lignon. Yves Lignon, qu'on salue. Oui, nous étions deux à animer cette émission, et d'ailleurs c'est Yves qui m'a tout appris dans le monde du paranormal, comment l'aborder, comment étudier les différents phénomènes, et puis surtout comment garder l'esprit ouvert et avoir de la compassion pour ceux et celles qui viennent nous raconter ce qu'ils ont vécu. Donc voilà, ça c'était juste... Donc ne pas juger, écouter. Voilà, tout à fait. Ça a été la première période qui a été extrêmement intéressante. Ensuite, l'émission s'est arrêtée parce que j'avais envie de passer à autre chose. Elle avait duré, Les Secrets du Mystère, pendant 6 ans, 7 ans quand même. Et j'en avais assez à titre personnel d'avoir le catalogue Hommes du Paranormal. Parce que j'avais envie de faire autre chose en radio, d'interviewer ce qui était mon premier métier, dans le domaine culturel, donc des acteurs, des chanteurs, des peintres, etc. Est-ce que, comme pour les scientifiques, d'aller prendre un peu l'air. Les journalistes sont mal vus s'ils restent dans ce domaine-là? Non, c'est moi qui en avais juste un petit peu marre. Ça continue à me passionner, ça me passionnait toujours, mais j'avais envie d'aller voir ailleurs, voilà, tout simplement. Et donc, ça s'est arrêté pendant quelques années, et après, le directeur des programmes, donc Yves a continué son chemin de son côté, et le directeur des programmes, après 4-5 ans, à l'occasion du déménagement de son bureau, il déménageait son bureau, il est tombé sur un bouquin et il dit mais c'est toi qui l'as écrit? Je dis bah oui, sur les phénomènes paranormaux. Ah bon, mais tu t'y connais en ça? Je dis bah un peu oui. Et il m'a dit mais pourquoi tu reviendrais pas avec une émission? Oui, bah écoute, pourquoi pas. Les Aventuriers de l'étrange est né avec Pierre Macias. Et ça a duré 6 ans. Et au bout de 6 ans, Sud Radio, donc ça c'est tout à fait extérieur à l'émission, a été racheté par un autre groupe. La ligne éditoriale ne me correspondait plus. Et donc j'ai pris mes clics et mes claques pour aller voir ailleurs. Et bien m'en a pris, j'en suis ravi. Il y a des moments dans la vie où il faut faire un choix. Oui. Comme un choix de caméra. Il faut que je regarde là et pas là ailleurs. Oui, bien sûr. Voilà, c'est pour ça qu'elle s'est arrêtée, tout simplement. Est-ce que dans votre vie, Louis Bénédy, les recherches que vous avez faites sont positives? Est-ce que lorsque vous, comme pour tout le monde, vous avez eu des épreuves, le fait d'être un peu plus penchant bouddhiste, c'est une épreuve dans la vie, il faut que je la surmonte pour apprendre mieux, etc., et être amour, ça vous a aidé? Est-ce que ces émissions et ces témoignages que vous avez recueillis vous ont permis de vivre mieux ou moins bien? Ces émissions m'ont changé incontestablement, c'est une évidence. On ne peut pas traverser presque 10 ans de rencontres, de contacts avec des gens qui ont vécu des choses extraordinaires, qui les ont changés, eux, pour le coup. Rencontrer des scientifiques qui se posent des questions fondamentales sans que on s'en pose pas à soi-même et sans que ça nous change. Ou alors, faut être, ça a été bénéfique. Absolument, vraiment. Ça vous a pas donné la grosse tête, vous n'avez pas décidé que vous étiez Dieu vous-même et que vous pouviez tout créer, et puis, je sais pas moi, quitter tout le monde pour vivre votre vie de grand chaman ou je ne sais quoi d'autre, non? Alors, ma nomination au titre d'empereur du monde, c'est pour demain, je crois. Ah, c'était pas hier? Non, c'est vrai. Non, ça vous a pas donné la grosse tête non plus? Non, vous n'êtes pas du genre à sauter du 7e étage en disant je sais voler, je peux voler parce que j'y crois. Non, certains l'ont fait, mais sous acide, mais non, c'est pas le genre d'expérience qui me tente. Non, on apprend vraiment
la complexité de l'être humain, sa richesse surtout, et ça c'est vraiment enthousiasmant. Et si on chope la grosse tête, pour reprendre votre expression, c'est qu'on n'a pas compris grand-chose à ces différentes rencontres. On n'a pas tiré la vraie leçon. Humilité et amour, alors. Oui, ça fait un peu... C'est très catho, c'est très... Je veux pas être récupéré par les cathos. C'est très orthodoxe. Ça, c'est très humain. Voilà, oui, restons humains. C'est très humain. Non, on apprend beaucoup de choses et ça change. Ouais. Déjà que... Ça aide alors ? Oui. Imaginez, pour en revenir aux expériences des NDE, c'est un dossier qui m'a vraiment beaucoup marqué, parce que dans nos civilisations européennes, judéo-chrétiennes, on vit sans côtoyer, enfin on la côtoie la mort, mais sans l'appréhender réellement. Dans beaucoup de civilisations, dès la petite enfance, on sait ce que c'est que la mort, on s'attend à mourir, et on leur apprend ce qu'il y a après. Bon, après, on y croit, on n'y croit pas, mais ça fait partie de leur culture. En tout cas, la mort fait partie de la vie. Tout à fait. Actuellement, dans nos sociétés, la mort est dissimulée. Il n'y a que depuis peu qu'on réapprend à accompagner quelqu'un dans ses derniers instants. Il y a un siècle ou 50 ans, c'était naturel. On allait, par exemple, veiller le mort qui était chez lui. On amenait les enfants. Et tout ça a été occulté. Oui, mais bien sûr, on accompagnait la personne à sa dernière demeure. Il y avait tout un rituel, un cérémonial, alors qu'on soit pour ou contre, encore peu importe. Mais il y avait cet accompagnement et on vivait avec la mort. Plus maintenant. Ben non. Avant, les morts étaient autour de l'église, là où on se retrouvait pour parler de la vie. Plus maintenant. Mais non. Mais il y a tellement de morts aussi. mais le problème c'est que on occulte ça. Oui. Donc notre manière d'envisager la vie, du coup, en est différente. À court terme. C'est un peu triste. C'est-à-dire on cache qu'on va tous mourir. Oui. On se le cache. Envisagez maintenant une manière de vivre tout en vous disant la mort n'est qu'un passage. Ça change radicalement votre manière de voir la vie. Tout à fait. Mais alors envisagez la vie dans son ensemble, la très grande vie dans l'univers, avec un contexte réincarnationniste, ça change aussi la donne et ça change aussi la façon de vivre sur Terre. Oui. Pour un bien, pour un mieux ? Je pense que c'est pour un mieux et pour un bien. On n'envisage plus les problèmes, les grands problèmes ou les grands bonheurs que l'on rencontre, on ne les envisage plus de la même manière. Excusez-moi, vous savez, je suis un petit peu brutal comme ça, puis maladroit, mais bon, alors vous avez le pseudo-catho et vous avez le pseudo-bouddhiste. Bon, alors personnellement, la réincarnation, une vie sur Terre, ça me suffit bien, vous voyez. Ah oui. Si je peux éviter de me réincarner, ce qui n'est pas possible parce que je ne suis pas un saint, mais enfin bon, si je peux éviter de faire juste une expérience sur Terre, parce que bon, je pense que l'univers est suffisamment vaste pour qu'on fasse d'autres expériences dans d'autres apparences, bon, pourquoi pas, ça me suffirait bien. Et le fait de penser à la réincarnation me laisse sous-entendre qu'il y a une majeure partie de la population qui va se dire c'est mon karma, c'est pas grave, là, dans la prochaine vie je vais rattraper ça, et vous voyez, il y a un petit danger comme ça. Oui, mais j'ai pris l'accent du Pyrénées oriental, je n'ai aucun rapport, je suis désolé. Non, vous auriez pris l'accent bouddhiste encore, je sais pas, le tibétain. J'ai gaffé. Quand on est élevé dans ce genre de préceptes, on ne se pose pas ce genre de questions comme vous le faites. On y va. C'est-à-dire, j'ai raté ci, je le réussirai plus tard. On ne pense pas comme ça. On reçoit une épreuve avec fatalisme et on essaye de la surmonter et d'en tirer la leçon. Parce que ça fait partie des préceptes que l'on apprend. Mais je ne voudrais pas me faire passer pour Gandhi, mais en Inde, il y a quand même des castes, il y a quand même les intouchables, c'est son karma, n'y touchez pas, laissez-le crever, non ? C'est le côté, je dirais, extrémiste. Oui, le côté obscur.
de la force. Oui. Et Gandhi a lutté contre, d'ailleurs, bien sûr, c'est pour ça avec justesse. J'ai l'esprit de Gandhi qui est en moi. Il a lutté contre ça. Ouais. Et d'ailleurs, en Inde, actuellement, il y a des mouvements réformateurs qui essaient de lutter contre ces castes. C'est un bon courage. Oui, c'est extrêmement compliqué. Mais le bouddhiste, ça n'est heureusement pas ça. Oui, l'avantage du bouddhisme, c'est que c'est hors temps. C'est-à-dire que les Chinois sont méchants avec nous, mais c'est pas grave, un jour ou l'autre, ils vont comprendre. Il y a ça, le temps n'existe pas pour les bouddhistes, puisqu'on se réincarne. Un jour ou l'autre, ils seront amour, eux aussi. Comme ce que disait Gandhi, la lutte non violente. Oui. Alors là, naturellement, je vous retrouve et je suis avec vous. Bien, alors, Louis Bénédit, c'est la fin de l'entretien. Oh, comme ça passe vite. Hein, là, là. On avait dit qu'on allait parler un petit peu des poltergeists. Alors, bon, on a survolé l'affaire des maisons hantées, des poltergeists. Donc, pour vous, c'est l'esprit humain, aussi bizarre qu'il puisse fonctionner, qui ferait des projections, des coups, etc. Les sœurs Fox, par exemple, qui étaient à la base du spiritisme, j'y reviens, vous voyez comme j'insiste. Ça serait à la fois des manipulatrices, parce que, bon, la fin de leur vie, c'était un peu bizarre. Alors, non. Et ça serait simplement dans leur inconscient à eux C'est dans leur inconscient à eux. Attendez, je vais la terminer, ma phrase. C'est dans leur intention à eux qu'ils arrivent en séance médiumnique, devant du public, de dire des choses qui vont arriver dans le futur. Et c'est pas des esprits qui leur auraient donné et soufflé l'information. Comme à chaque fois, c'est beaucoup plus complexe que ça. J'étais pas, je relate. Mais bon. Moi non plus. Je vais vous donner comme exemple une affaire sur laquelle j'ai enquêté. Quelqu'un m'appelle à Toulouse et me dit, voilà, mon fils est possédé. Et, enfin, oui, c'est ce qu'il me dit. Bon. Et on a des coups dans les murs. Qui répondent à des questions, etc. Bref, avant de faire venir un exorciste, est-ce que vous pouvez venir? Je vous là. Avant de faire venir l'exorciste, attendez 5 minutes. Écoutez, je vais venir voir et si je peux vous aider, on y va. Donc, comme à chaque fois que, entre guillemets, je suis monté sur une affaire, on y va à plusieurs. Avec un prestidigitateur, pour voir s'il n'y a pas de trucage, etc. Quelqu'un qui est spécialiste du BTP, c'est-à-dire tout ce qui est construction, matériaux, conduits, etc., structure, pour voir s'il n'y a pas des possibilités de résonance dans les murs, etc. Un psychologue. Ça, c'est pour vous, le psychologue. Un observateur extérieur qui reste totalement étranger et qui se met en retrait et qui ne fait que observer et noter. Mais dites donc, vous venez avec un bus Oui. Et donc, nous arrivons sur le lieu. C'était un petit appartement et les coups résonnaient dans une paroi qui séparait la salle à manger d'une des chambres à coucher. Bien. Un adolescent, 14-15 ans, visiblement pas très bien dans sa peau comme tous les adolescents, rien d'exceptionnel. Les parents totalement effrayés, apeurés. Le voisin qui a un petit peu pris la main pour expliquer les choses, les aider, leur dire mais je vais vous aider, vous allez voir, etc. Et 2 exorcistes d'une église dont j'ai complètement oublié le nom et qui ne doit pas exister, enfin bref, qui devaient arriver 2 heures après pour exorciser tout ça avec moult fumigation, etc. Enfin bref. Et alors donc on arrive et j'identifie tout de suite l'adolescent comme étant à l'origine des problèmes. Avec le psy, on s'est regardé, on a très vite compris. Donc, à partir de ce moment-là, deux solutions se posent à nous. Première solution, toujours dans l'optique de la théorie, les phénomènes paranormaux ont leur origine dans le vivant. On identifie la personne qui a un problème et qui, de manière inconsciente, provoque ces phénomènes. J'envoie le psy discute, ouvre des portes, avec le petit jeune, aide la personne en question, et le phénomène cesse. Terminé. C'est réglé. Et ça, c'est reconductible, ça? Oui, bien sûr. Plusieurs fois, vous l'avez fait? Oui, bien sûr. Deuxième axe, qui est un peu sadique, on laisse mariner la personne qui provoque de manière inconsciente les phénomènes pour étudier le phénomène,
recueillir des informations, voir, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est même si on se dit, ok, ça pour origine le vivant, comment il fait pour provoquer des coups dans les murs? Bah oui. Parce que c'est ça qui est intéressant finalement. Prise de la télékinésie là. Bah oui. Et comment il fait pour répondre à des questions dont il ne connaît pas les réponses, bien évidemment. Donc là, on est dans la voyance. Les deux phénomènes mêlés, ça a de quoi interroger. Vous voyez ce que je veux dire? Vous parlez sur Fox, voilà, c'est ça, oui. Oui. Vous voyez? Dire, oui, on faisait hors sujet. Mais non, pas du tout, oui. Pas du tout. Oui. C'est ça qui est intéressant. La même chose, d'accord. Donc, j'ai discuté avec le mur, 2-3 questions. Ah, ça va mieux, donc. Avec la personne qui était derrière le mur, enfin bref, on a tout ausculté. Donc, il y avait un vrai phénomène, un vrai joli phénomène de poltergeist. Ça faisait quoi comme ça? Oui, ça frappait contre la paroi, enfin du moins des coups résonnaient dans la paroi. Comme les coups que vous venez de produire. La paroi était en placo, donc vous voyez, tout à fait simple et basique, quoi. Et donc les réponses que vous obteniez, c'était quoi? À coup de morse ou à coup de... Comment ça fonctionnait? Non, j'ai demandé des réponses chiffrées. Donc, à quel âge est-ce que j'ai rencontré mon épouse? Ah, puis il fallait faire 3. Voilà, combien de coups, voilà. Et quel âge avait mon enfant la plus jeune? D'accord, voilà. Voilà. Dans le présent. Des choses, voilà. Des choses que vous aviez en tête déjà. Vous connaissiez les réponses. Bah, évidemment. Mais que personne autour ne connaissait la réponse. D'accord, mais ça peut faire télépathie avec le petit adolescent. C'est vrai, mais ce en quoi c'est intéressant aussi. Aussi, oui. Évidemment. Mais sur le futur, vous avez posé des questions? Non. Non. Les chiffres du loto, ça aurait été facile. Ça marche pas du tout, ni le tiercé, ni le... C'est étrange, hein. C'est une certaine moralité qui me rassure aussi. Ouais. Je trouve une espèce de moralité comme ça qui est le dénominateur commun à tout le monde, qui fait que... alors peut-être qu'un Américain le donnerait plus facilement, parce que l'Américain a un rapport avec l'argent qui est très sain. Oui. Voilà. Et donc, une fois qu'on a fait ces 2-3 petites expériences, le psy, on s'est regardé, le prestidigitateur m'a dit... Tout est clean, il n'y a rien de particulier. Le personnage qui s'occupait de tout ce qui était paroi, etc., m'a dit, a priori c'est propre. Donc, oui. Et donc, le psy a pris en aparté ce jeune homme, a discuté avec lui. En fait, il venait en vacances avec ses parents, on était en automne, il pleuvait, il n'avait pas d'amis, et il s'emmerdait à son soudeleur, quoi, ce pauvre gamin. Et donc, de manière inconsciente, il avait provoqué ça, il s'est créé son petit univers qui a pris de l'ampleur. Et de manière inconsciente, son mal-être est ressorti sous cette forme-là. À coup de coups dans le mur. Oui, ce que lui-même ignorait. Bien sûr, il ne se rendait pas compte, l'animal. Il n'avait pas fait un petit peu de spiritisme, un peu de Ouija juste avant? Même pas. Ah, ça m'a bien plu, ça. Même pas. Il a vu des films qui lui ont fait peur, comme tout le monde, évidemment. Mais même pas. Il ne s'intéressait même pas à ce genre de phénomène. Et du coup, ça a stoppé. Ça a stoppé. Le psy a aidé les parents à comprendre le mal-être de leur enfant. Ouais. Et pas d'exorcisme derrière, et puis voilà. Nous sommes repartis, les exorcistes ont tourné les talons, tant mieux, parce que je crois qu'ils demandaient un petit peu de sous pour faire leur boulot, et évidemment, mon pauvre monsieur. Oui, alors donc, bon, alors là, et voilà. C'est clair, là, donc voilà comment j'envisage ce genre de phénomène. D'accord, alors là, les phénomènes de possession sont du même style, et puis alors si on croit à Satan, alors là, on est encore plus dans la possibilité d'y être à fond, quoi, c'est ça, hein, Satan est en gestation chez tout le monde. Oui, la bête est en nous aussi. L'homme est capable du pire comme du meilleur, c'est bien connu. Tant des petits oiseaux dans leur nid, c'est quand même... Oui, ça. Et encore, il y a eu pire. Oui. Excusez-moi, je suis resté focalisé sur Cambronne. C'est pour ça que, La théorie des spirites, non. Les sœurs Fox, non. C'est pareil. Pour vous, les sœurs Fox, elles s'embêtaient tellement dans leur petit village américain que... Alors, là où ça devient plus complexe, c'est qu'il y a des gens qui ont des capacités largement supérieures à produire ce type de phénomène que le personnage lambda. Oui. Tout le monde sait faire du vélo. Mais tout le monde n'est pas capable de gagner 5 fois le Tour de France. D'accord. Donc, il y a des gens qui déclenchent ce type de phénomène de manière inconsciente et qui découvrent qu'ils en ont les capacités et qui après apprennent à vivre avec et le développent. Mais se crée un type les voyants, non. Les médiums, ils se créent quand même des faux amis. C'est pas vraiment un guide qui leur parle, les médiums. Ça leur sert de support.
Ça leur sert de support, comme les voyants ont chacun leur mancie. Le mancie qui est un support qui leur sert. Voilà, la boule de cristal, les cartes, etc. Vous aviez rencontré Maud Christen. Oui, bien sûr. Alors, elle n'est pas à se créer des mondes particuliers. Non, pas du tout. Elle a quand même un don incroyable. Mais parce que j'ai jamais vu. Elle a travaillé. Maud a découvert très jeune ses capacités. Elle a vécu avec. Elle a cherché à comprendre et ensuite, c'est comme un athlète de haut niveau. Il a compris quelles étaient ses capacités et comment il pouvait les développer et il est devenu artiste dans son domaine, ce qui est le cas de Maud. Oui, donc, elle sait vivre avec son art. Mais elle ne sait pas pourquoi elle vit comme ça avec son art. Je veux dire par là, même les... auteurs, tout ce qui est inspiration, c'est pas vraiment d'où vient l'inspiration. Le peintre Dali, c'est pas vraiment d'où ça vient, quel que soit le peintre d'ailleurs. Il y a quand même. Enfin, il prenait beaucoup de substances pour en revenir à Dali. On va pas prendre de l'ayahuasca à chaque fois, mais il y a quand même le mot et l'interrogation, c'est l'inspiration. D'où ça vient nos pensées? Est-ce que ça vient vraiment de nous-mêmes, comme vous me le dites depuis le début de l'entretien, ou est-ce qu'on peut avoir autre chose qui nous inspire? C'est très complexe. Le cerveau est capable de gérer des centaines et des centaines d'informations en simultané, de les stocker. Donc on peut capter aussi d'autres choses que ce qu'on voit sur ce plan terrestre. Bien sûr. On peut capter des émotions qui ont eu lieu au Moyen-Âge, ce qui seraient les phénomènes de fantômes, de maisons hantées. Oui, bien sûr, et on peut les traduire. Ça ne veut pas dire pour autant que la personne est encore vivante. Le bien fantôme, non, c'est une émotion qui reste, quelque chose de lourd, mais ce n'est pas l'esprit lui-même. Il y a, pour aborder ce sujet de murs empreints d'émotions ou de présence, comme vous dites. Moi, je préférais plutôt employer le terme émotion. Présence, donc, oui. Dans une tribu en Afrique noire, quand une case est abandonnée, avant qu'un jeune couple ou une nouvelle famille ne l'habite, le sorcier arrive, fait des fumigations, il a des incantations spécifiques, et avec des baguettes, des longues baguettes, il frappe contre les murs de la case pour les remettre à zéro, pour rendre la case neutre, c'est-à-dire effacer l'histoire qu'aurait pu absorber ce lieu, les murs et ce lieu. Et ce qui fait que quand la nouvelle famille rentre dans cette case, elle y rentre avec son histoire à elle et n'a pas à subir le passé de ce lieu. C'est intéressant quand même. Oui. Et on peut faire le parallèle avec les coutumes qu'on a dans nos campagnes en France. Bénédiction des lieux. Il ne vous est jamais arrivé quand, ou on vous l'a peut-être raconté, quand quelqu'un rentre dans un appartement, qu'il met du sel un petit peu partout, fait brûler de l'encens. Dans le Berry, il y a beaucoup de sel partout. Là, mais on le fait partout. Dans le Gers, je l'ai vu faire. Alors, dans les campagnes. C'est pas l'intérêt du sel n'est pas là, c'est le geste, la pensée, encore une fois, qui revient. Qui vient pour rendre le lieu neutre. Dans notre esprit. Bien évidemment. Puisqu'on a fait l'action de le faire. Voilà. Et du coup, quand on rentre avec sa propre histoire, etc. Mais il y a des lieux qui ont tellement été emprunts, comme un micro-sillon, un disque dans lequel on grave un sillon qui représente de la musique, des émotions, des sensations. Les murs, c'est pareil, me semble-t-il. C'est une théorie que j'aimais, évidemment. Et on rentre dans un lieu, je ne sais pas moi, quelqu'un qui a connu un immense bonheur dans un lieu, ça reste. Immense malheur, une immense émotion, reste aussi. Quelqu'un qui est très sensible, ou qui est fatigué, qui a les barrières psychologiques un peu baissées, qui a baissé sa garde, peut le ressentir et en ressentir un mal-être. Bien sûr, et même tomber malade. Oui, bien sûr. Louis Bénédit, merci pour toutes ces informations. Mais c'est avec plaisir. Oh, ça fut court. Mais bon. On avait commencé par Dieu. On va essayer de terminer. J'avais une chronique sur Sud Radio qui s'appelait Dieu dans tout ça. Voilà. Je voulais la faire. Bon, je la ferai pas. mais oui, mais c'est quand même l'essentiel, cette affaire. Alors, est-ce que vous êtes dans le manichéisme? C'est pas très bouddhiste, ça, à mon avis. Mais est-ce que, si Dieu existe, Satan existe? Non, c'est pas à ce point-là. On en a parlé de 2 secondes. Non. La bête est en nous, mais enfin, elle n'existe pas vraiment. C'est-à-dire que, Dieu n'aurait pas créé un archange qui aurait été déchu.
Non. Ça, folklore. Folklore. Non, c'est pas du folklore. Non, je respecte ce genre de croyances. Oui, mais je respecte toutes les croyances. D'accord, mais au niveau vous le suivez à titre pas, ça. personnel, je pense que c'est une projection de l'être humain pour essayer de mieux se comprendre. De mieux se comprendre. Et oui. Donc alors, il n'y a pas de manichéisme. On est foncièrement bon et on a le choix de l'amour à faire sur Terre. C'est ça notre but? Alors, on est foncièrement bon, non. Parce que on a le choix. On peut être très bon ou très mauvais. On a la possibilité de choisir. Et donc, c'est en ça que réside la difficulté de l'être humain. D'accord. Si on a le choix, ça veut dire que Dieu nous a créés ainsi. Ça veut dire que Dieu serait aussi Satan. Je t'ai créé Satan, je t'ai créé amour, Dieu, tu fais ton choix, mais ça veut dire qu'il y a un petit côté un peu pervers là dans ce grand créateur. Non. Il a créé le bien comme le mal, c'est ça? Oui, parce que sans nuit, il n'y aurait pas de lumière. Oui, mais justement, est-ce qu'on est obligé de raisonner au niveau dichotomie, manichéisme? Non. Si on veut grandir, oui. Il faut traverser des épreuves. Si on veut faire Vraiment, on est obligé de se faire frapper par ses parents pour être bien éduqué? Non, pas se faire frapper, bien évidemment. Mais si on veut faire le 100 mètres en moins de 9 secondes, eh ben, faut apprendre la technique, il faut courir, il faut peut le faire avec bonheur. Se muscler, mais bien sûr. Mais à un moment, on est obligé de passer par une... Oui, la souffrance, il faut y aller. J'ai fait du fond et du demi-fond. Si on veut faire un 5000 mètres et finir le dernier tour 400 mètres à fond, il faut se faire mal, il faut y aller, sinon on n'y arrive pas. On est obligé de repousser ses limites, donc il faut se dépasser. Ouais. Mais la souffrance n'est pas... il ne faut pas le prendre au sens judéo-chrétien. Il faut souffrir. Non, mais j'ai bien compris. Voilà, mais d'un autre côté, pour expurger. D'accord, on ne peut pas le prendre non plus au niveau du karma, éventuellement. Autant quand même faire sa vie et la monter et la continuer pour progresser dans l'amour avec bonheur, plutôt que chercher à se fouetter le dos. Voilà, bon. Bien sûr. Mais vous me dites quand même que en filigrane, ça fait quand même que c'est nécessaire de souffrir, quoi. Bien sûr, l'homme est ainsi fait. Bah oui. Ça fait partie de notre chemin. Bon, écoutez, on remonte à moitié de morale. Louis Bénédy, merci pour cette rencontre à l'impromptu. Merci à vous. Avec votre recherche, vos émissions de radio, j'espère qu'elles vont reprendre. Ou télé même. On peut les réécouter, toutes les émissions. Elles sont sur le site internet Psyland. Oui, vous l'aviez monté depuis longtemps. Oui, un site créé par mon ami Pierre Massias. Oui. Et toutes les émissions, Les Aventuriers de l'étrange, sont sur ce site. Il y a un lien. Avec tous les témoignages. Voilà. Ah, c'est fabuleux. Ouais, merci de m'avoir accueilli. Mais merci à vous. À bientôt.